Votre voix en lumière, quand l'intuition devient direction. Bienvenue dans Votre voix en lumière, quand l'intuition devient direction. Aujourd'hui, je reçois Caroline de Carobline, qui est portraitiste animalier. Et je suis ravie de t'avoir à mon micro, Caro. Je sais que c'est un exercice un peu périlleux pour toi. Oui, très très périlleux, oui. Donc, Caroline, on s'est rencontrés à une soirée interréseau il y a 2 ans, je dirais. Il y a 2 ans, ouais, oui. 1 an et demi, 2 ans. Et j'ai été interpellée par tes créations. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu plus ce que tu fais. Mais moi, ça m'a vraiment interpellée. Et à ce moment-là, je cherchais à créer un groupe de co-développement avec des créatrices. Et je t'ai proposé. Et puis, ça s'est fait comme ça. Et puis, du coup, depuis, on ne s'est plus quittés, ou presque. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu es devenue portraitiste animalier ? Alors, ça s'est fait en plusieurs fois, en plusieurs étapes. C'est pas venu tout de suite. En fait, j'ai eu plusieurs vies professionnelles. J'ai tout d'abord été graphiste, parce qu'en fait, j'ai une formation en art appliqué. Et ensuite, à une époque, je me suis orientée vers le web. Et suite à un licenciement, plutôt une rupture conventionnelle collective, j'ai décidé de me mettre à mon compte et de faire quelque chose de plus artistique. De revenir à mes premiers amours. Voilà, c'est ça. Parce que du jour, le grand graphisme, tu avais déjà une dimension un peu artistique. C'est ça, tout à fait. Là, au départ, j'étais partie sur plus une activité plus artistique en faisant de la linogravure. Donc là, c'était vraiment, toujours quand même sur le thème de la nature, avec des représentations d'animaux, de végétaux, de choses comme ça. Mais je n'ai pas trouvé mon public. Et à un moment donné, je me suis posé la question, qu'est-ce qui me correspondait plus, vraiment, qui pouvait être attendu par les clients et qui avait plus de sens également. Et là, quand j'avais un chat à l'époque, donc quand j'ai vu mon chat, je me dis, en fait, la solution elle est devant mon nez. Mon chat, c'est quand même un membre de ma famille qui est très important. Si j'avais la possibilité d'avoir un portrait de lui, ça serait sympa. Et que donc, du coup, derrière, les gens aimeraient peut-être aussi avoir leur propre portrait de leur chien ou de leur chat ou de leur cheval. Okay. Et c'est comme ça que ça m'est venu l'idée de mettre de côté la linogravure et de faire des choses qui soient plus liées avec une relation animal-humain. D'accord. Ok, quelque chose de plus personnalisé au final, parce que dans l'inogravure, tu faisais c'est ça. En fait, moi, des projets personnalisés. Alors, j'en ai fait quelques-uns quand on m'a fait des demandes de cartes de remerciement, de choses comme ça. Mais sinon, le reste, oui, c'était plus artistique. C'est moi qui proposais l'illustration. Donc, si ça parlait à la personne, quelqu'un me l'achetait ou elle était intéressée. Mais il y avait très peu de personnalisation. Alors que là, dans le portrait d'animal, c'est vraiment l'animal qui est le centre. Ouais. Et surtout, ce que je mets en avant, c'est la relation de l'homme avec son animal. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une copie de la photo que je vais faire. C'est vraiment avec un échange en amont avec la personne, connaître la relation qu'elle a avec son animal, comment elle vit avec son animal, le tempérament de l'animal également. Parce que je trouve que c'est important aussi pour le retranscrire derrière dans l'illustration. Okay. Pour donner le côté vivant à cette illustration et pas juste le côté reproduction d'une image. Ouais. Justement, j'avais une question par rapport à ça. Et est-ce que tu les rencontres, les animaux, dans la mesure du possible ? Alors, quand je peux, quand ils sont à côté, oui. Okay. Alors, des fois, je les rencontre après. Donc, c'est drôle parce que, du coup, je les rencontre au moment où je donne l'illustration à la personne. Okay. Et là, je vois l'animal et même des fois, j'ai eu l'occasion, en fait, lors de la remise, que son humain, du coup, homme ou femme, veuille que je prenne une photo, me laisse la possibilité de prendre une photo et de montrer le portrait de l'animal, de voir un peu sa réaction. Donc, ça peut être assez rigolo, des fois. Et ça a été quoi le moment de bascule, en tout cas, qui a fait que, hormis la rupture conventionnelle collective, que tu es partie vers la linogravure, et ensuite le fait de faire des portraits animaliers, parce que j'imagine que c'est pas forcément quelque chose qui se fait du jour au lendemain, aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu comme ça un jour en disant « Eureka, c'est ça que je vais faire » ou est-ce que tu dirais que ça a été plutôt progressif ? Alors, je vais répondre un peu une réponse de Normande, c'est un peu les deux. En fait, quand j'étais développeur à l'époque, j'avais beaucoup d'heures de transport pour me rendre de mon domicile à mon lieu de travail. Et j'avais commencé déjà à faire des portraits, mais humains. Donc, j'étais déjà dans l'observation des tempéraments des différentes personnes. Et quand je les retraduisais en images, en illustration, déjà, j'avais cette connexion avec l'humain. Donc, pour moi, il y avait cette partie-là qui était déjà intégrée, on va dire, en moi. Et la partie animale, elle est venue plus parce que, justement, quand je faisais les portraits humains,
il y avait un côté jugement. En fait, alors que là, le côté animal, il n'y a pas ce côté jugement. Il pourrait y avoir juste le côté du jugement par rapport au maître quand il va voir le portrait, où là, en général, ils sont plutôt soit très enthousiastes, soit j'arrive à faire pleurer les gens. Ce qui est pas, voilà. Mais je confirme. Et voilà, je provoque une émotion. C'est venu de façon assez naturelle en fait. Vraiment, déjà il y avait une connexion avec l'humain et puis après la connexion avec l'animal, c'est fait naturellement. Et c'est vrai qu'il y a aussi la relation avec mon animal, le fait d'en être proche de lui, ça a été en fait, en travaillant sur le thème de la nature, ça a été évident. Il y avait une logique en fait dans mon travail. Et tu dis que tu avais peur du jugement, tu veux dire que si tu dessinais des personnes et que tu leur offrais, tu avais peur qu'elles jugent leur portrait, ce que tu faisais, c'était quoi quand tu parles de jugement, c'est quoi exactement? Alors les réactions que j'ai eues en fait, c'est des gens qui observaient que j'étais en train de dessiner dans le train. Ah oui. Soit il y a des gens qui étaient en mode un petit peu jalousie parce qu'ils auraient bien aimé être dessinés et ils ne comprenaient pas que la personne en face ne me voyait pas en train de dessiner. Ou il y a d'autres personnes qui étaient en fait ah mais non mais je ressemble pas à ça. Ah ben non, ah ben mon mari il ressemble pas à ça. Mais en fait ce qu'ils oubliaient c'est que moi j'ai un point de vue de ma position, d'où j'étais, comment je percevais la personne. La plupart du temps, en plus, ces personnes étaient soit en train de dormir, soit en train de lire sur leur portable. Donc déjà, la tête très penchée. Et c'est vrai que forcément, le visage, il est déformé et les traits du personnage, enfin de la personne, quand on la voit en face ou quand on la voit qu'elle est baissée, forcément, il y a un peu des petits bourrelets, il y a des choses qui sont un peu déformées. Et j'avais une anecdote. Une fois, j'avais dessiné le portrait du mari d'une dame qui était à côté et la dame avait repéré que je dessinais. Donc elle m'a laissé faire, elle me regardait avec des grands sourires, donc moi je me sentais observée, je me suis dit bon qu'est-ce que je fais jusqu'au bout ou pas. J'ai fini le portrait et quand on est arrivé à la gare, elle a dit mais je peux voir votre illustration et c'est là où elle m'avait dit ah mais non mais ça ressemble pas du tout à mon mari. Je dis bah si du point de vue que j'avais moi, si en fait madame. Mais bon après voilà, puis ça a permis des petites anecdotes comme ça et puis cette personne j'ai eu l'occasion de les revoir le matin donc on se disait bonjour donc ça permettait aussi de faire des connaissances quoi. Mais du coup, depuis cette période-là, après, t'as pas redessiné de visage humain ? Si, de temps en temps, quand je reprends les transports, ce qui est beaucoup plus rare maintenant, je continue en fait. Alors, c'est pas les mêmes résultats, puisque j'en dessine un peu moins régulièrement. Mais c'est vrai que ça me manque un petit peu le côté... parce que j'avais quand même réalisé à peu près une petite dizaine de carnets, quoi. Enfin, des gros carnets. Oui, 300 pages. J'étais arrivée à peu près à 300-350 portraits ou quelque chose comme ça. Ah oui, c'est quand même conséquent, quoi. Non, ça m'amusait bien, ça m'occupait bien et puis ça me permettait de m'évader un petit peu pendant mes temps de transport. Et est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la linogravure ? Parce que moi, c'est vrai qu'avant de te rencontrer, j'avais aucune idée de ce que c'était et j'imagine que dans nos éditeurs et auditrices, ils connaissent pas forcément non plus. Alors en fait, la linogravure, c'est un procédé d'impression manuel. Son ancêtre, c'est la gravure sur bois. Voilà. Et en fait, la linogravure, c'est un matériel qui a été inventé à la fin du 19e siècle par un Anglais, dont je ne me souviens pas du nom, pour remplacer justement le bois, parce qu'à l'époque, la gravure sur bois, c'était plus compliqué à graver, et puis c'était cher aussi au niveau du matériel. Le principe, c'est de conserver ce qu'on veut imprimer. Pour faire simple, ça reprend le principe du tampon. Tout ce qui est en relief va être imprimé. Et tout ce qui est en creux ne sera pas imprimé. Donc, tu enlèves de la matière ? C'est ça, c'est la réserve. Voilà. Et c'est d'ailleurs, ça s'appelle... il y a deux types de gravures. Il y a la taille douce et la taille d'épargne. Et donc, la linogravure et la gravure sur bois font partie de la technique, ce qu'on appelle de taille d'épargne. D'accord. J'épargne ce que je veux imprimer. Et donc, ça, du coup, la linogravure, tu as fait ça pendant combien de temps avant de te diriger plus vers le portrait animalier ? Je sais que tu en fais toujours un petit peu, mais... J'en ai fait pendant 3 ans. D'accord. 3 ans et j'ai fait tout type de format, petit format, grand format, en couleur, sur différents supports aussi. J'ai fait des impressions que je contre-collais sur toile également. J'ai essayé de varier un petit peu justement les différents supports pour varier un peu le rendu. Et puis moi aussi ne pas rester tout le temps que juste sur une impression typique d'un papier, travailler sur les différents types de papier aussi, avec les différentes matières. Notamment du papier avec des copeaux de paille dedans, avec des choses comme ça, où le rendu, en fait, le rendu vraiment avec l'impression, ça
ramener un relief à l'impression aussi. Après, les différents types d'encre, parce que tu as 2 types d'encre. Tu as une encre à eau et une encre à l'huile, enfin de l'encre, ce qu'on appelle de l'encre typo. Et le rendu est pareil, n'est pas la même. En fait, l'encre typo est beaucoup plus brillante, donc ça donne un rendu beaucoup plus soutenu. D'accord, ok. Et des fois aussi, ça me permettait, derrière, comme c'est une encre qui est... C'est une encre indélébile, un truc comme ça. C'est ça, oui. C'est une encre indélébile. Et du coup, derrière, je faisais des fois des rehaussages à l'aquarelle. Ah, d'accord. Ok. Ça permettait, alors que l'encre à eau, non, sinon, si je rajoute de l'eau, ça... Après, sauf si on veut un effet de style, ça c'est chacun. J'avais une question par rapport à ça, justement, par rapport à la façon dont tu fais les portraits animaliers. Tu utilises quoi comme support? Tu utilises quoi comme outil pour faire tes portraits? Alors, j'ai deux façons. Je propose deux axes. Soit d'un côté des illustrations sur papier, soit des illustrations, plus donc, du coup des peintures sur un support cadre. Après, moi, je ne reste pas sur une seule technique. J'aime bien mixer en fait les techniques pour obtenir en fait un résultat qui correspond le plus à l'animal et ce que je veux représenter. C'est-à-dire qu'en fait, si j'estime qu'en fait la couleur de base du pelage va être mieux rendue par un aquarelle, je vais commencer par l'aquarelle, je vais rehausser au feutre, je peux rehausser avec différentes épaisseurs de feutre, je peux rehausser avec du crayon de couleur. En fait, mon but, c'est vraiment de faire vibrer l'illustration, de la rendre vraiment le plus réaliste et en même temps la plus vibrante possible. Donc en fait, tu mélanges la technique et l'intuition. Parce que tu as différentes techniques que tu as aussi pu acquérir dans tes études. Et là, tu vas les faire pour que tu aies le ressenti le plus proche de la réalité. C'est ça. Et qui ressentent vraiment, même au niveau du rendu, j'essaie vraiment de retraduire le caractère de l'animal. C'est-à-dire si c'est un côté un petit peu plus foufou ou un chien qui a des poils un peu qui partent dans tous les sens, là c'est pareil, je passerai plus avec du crayon de couleur qui me permet d'avoir des choses beaucoup plus fines. Mais je peux avoir très bien un fond d'aquarelle d'abord qui me permet d'avoir des petits poils et rehausser, voilà. C'est vraiment, j'essaie de me baser par rapport à mes propres ressentis et me dire, voilà, je pars pas avec un point de départ en me disant je ferai cette illustration à l'aquarelle. Alors ça, c'est un truc dont je parle aussi en amont aux clients. C'est-à-dire que je leur pose la question s'ils s'attendent à avoir une technique particulière, s'ils en veulent qu'une. Mais bon, en général, je leur montre ce que j'ai déjà fait et ils sont plutôt satisfaits du résultat, donc ça correspond. Mais comme je leur dis, si vous voulez qu'une technique unique, c'est pas ma façon de travailler. Moi, j'ai besoin de plusieurs techniques que je mélange pour avoir un rendu qui corresponde vraiment à ce que je veux transmettre. Oui, puis bon, quand même, je fais cet aparté parce que moi j'ai fait donc t'as fait le portrait de Tofi et c'est vrai que c'est vraiment bluffant et on retrouve vraiment Tofi dans toute sa splendeur. On a la photo et ta représentation de tes illustrations à côté, et c'est vraiment hyper bluffant. Donc je sais que tu fais ça, mais que tu ne fais pas que ça aussi, puisque moi j'avais passé une commande pour un magnifique animal totem. Et ça, comment c'est venu aussi et comment tu procèdes? C'est sur demande des gens, ils viennent avec leur animal totem. Comment ça se passe pour toi? Alors je me suis aussi orientée vers cette nouvelle discipline, on va dire, parce que je trouvais que c'était assez complémentaire. Alors déjà, moi je ne canalise rien du tout. La personne vient avec la connaissance de son animal totem. Donc soit je peux l'orienter éventuellement vers quelqu'un qui, elle pourra l'aider à trouver son ou ses animaux totems. Moi, une fois que la personne m'a indiqué son animal, je discute avec elle par rapport à ce qu'elle représente, enfin ce que cet animal représente par rapport à sa vie actuelle, quelles sont les valeurs qui sont importantes qu'elle partage avec cet animal, les ambiances qu'elle aime. Si elle veut avoir également des mots clés, ou une phrase ou quelque chose de particulier, ça peut être une petite illustration que je peux intégrer dans l'animal également, ou au dos. Il y a des gens pour qui j'ai fait des choses au dos, c'est-à-dire que vous avez l'illustration globale visible, et seule la personne derrière sait qu'il y a soit des mots qui sont inclus dans l'illustration, soit au dos de l'illustration. Et là, c'est vraiment quelque chose de très très personnalisé. Mais il y a une discussion toujours en amont avec la personne pour savoir qu'est-ce qu'elle veut, le pourquoi elle le fait, pourquoi elle me le demande en fait. Et quand tu parles d'ambiance, tu veux dire quoi? Par rapport au décor.
par rapport les couleurs, les décors, les motifs éventuellement. Par exemple, je vais prendre le cas de mon propre animal totem qui est le loup. Par exemple, j'ai fait une ambiance dans le côté forêt, mais dans les bleutés, dans les verts. Et il y a un côté rocher aussi qui peut être derrière. Et on peut mettre, j'aurais pu très bien rajouter un côté lune ou soleil en fonction du tempérament de la personne, si c'était aussi un animal totem pour une personne. Voilà, j'adapte en fonction de ce que la personne veut avoir comme valeur, comme notion, comme chose qui lui est chère et qui lui correspond vraiment. Et donc ça, tu parles plutôt d'un espèce de cahier des charges que tu peux avoir chez ton client, mais est-ce que toi, tu ressens des choses aussi que tu prends la liberté d'ajouter par exemple, si la personne, elle ne te parle pas de dire l'élément lune, mais toi, tu sens que tu as... Parce que là, c'est l'intuition qui joue aussi, je sais que tu es une grande intuitive quand même, que tu as une image de lune ou quoi, mais que la personne ne t'a pas forcément demandé, est-ce que tu t'autorises à l'ajouter ? Alors, je propose toujours en amont, alors je fais d'abord la discussion, je prends note de ce que la personne m'indique. Moi, en fonction de l'animal aussi, ce qui me parle par rapport à l'échange avec la personne, je prends mes petites notes de mon côté aussi. Et une fois que j'ai bien posé tout ça, que j'ai attendu un petit peu que ça se repose, je la recontacte et là, je lui indique, voilà, moi, je vous explique comment je visualise les choses. Je vois tel élément à peu près comme ça, comme ça. Est-ce que ça vous parle ? Et ensuite, je propose à la personne 2 options. Soit elle me fait totalement confiance, je fais l'illustration et je lui présente. Soit je lui présente une pseudo-maquette qui propose déjà des éléments, soit des éléments photos ou des choses comme ça, qui donneront déjà une idée des notions, des positionnements. Et là, on peut en rediscuter à ce moment-là et réadapter si vraiment ça ne correspond pas à la personne. Et tout à l'heure, justement, tu parles beaucoup de la nature. Mais c'est quoi tes sources d'inspiration ? Donc, il y a la nature, mais est-ce que tu en as d'autres ? Après, je suis une grande curieuse. Donc, les inspirations, ça peut être aussi bien au niveau des motifs, au niveau des différents types de graphismes, au niveau tout ce qui est... alors, je vais prendre un exemple parce que je ne trouve pas le mot, mais des signes tribaux, des choses comme ça. Alors, ça reste quand même de l'illustration puisque c'est quand même assez graphique. J'aime bien m'intéresser au niveau, par exemple, des tissus, les rendus des différents tissus. Comme les textures un peu, les textures, les rendus. Alors, c'est vrai que ça reste toujours un peu graphique ou des choses comme ça, mais j'aime bien m'intéresser à savoir comment c'est fabriqué déjà. Au niveau des différentes cultures, les rendus au niveau des textiles, des papiers, des choses comme ça, quoi. C'est aussi une forme d'inspiration puisque derrière, on peut avoir aussi des motifs que je peux faire apparaître dans mes illustrations. Ouais. Justement, tu parles de tissu comme ça, je me demande si c'est pas quelque chose dont on avait déjà discuté, de faire de l'impression sur des vêtements, des choses comme ça. J'en ai fait. J'en ai fait. Quand j'ai fait de la linogravure, j'en ai fait. C'était aussi un des projets que je voulais développer, que je n'ai pas eu l'occasion de développer. Mon idée, c'était à la base de récupérer des vêtements et de leur donner une deuxième vie. Et qu'en gros, la personne, elle vienne avec son idée de motif, je lui réalise sa plaque, il vient avec son textile. Moi, je lui imprime sa plaque sur son textile, il repart avec sa plaque et son textile. Et donc, du coup, s'il veut réimprimer sur un sac ou autre chose, il repartait avec son élément, quoi. Et puis, après, je ne sais pas comment c'est possible techniquement, parce que je ne suis pas très douée en informatique, tous ces trucs-là, mais par exemple, ton animal totem, de le vectoriser et puis de le mettre sur un sweat ou quelque chose, un t-shirt, quelque chose comme ça, c'est possible, ça ? Aujourd'hui, oui, puisqu'il y a tous les sites qui permettent de faire ça aussi. Tu as des produits dérivés, donc il suffit que tu aies ton illustration au départ, et après tu peux choisir de l'avoir sur ta tête d'oreiller, sur ta nappe, ou sur un set de table, une tasse, un tapis de souris, n'importe, quoi. Ouais. Mais ça, c'est vraiment... Là, on passe sur la partie industrielle. C'est moins artisanal, quoi. Ouais. Mais en tout cas, toi, tu peux créer à la base le motif ou l'image. En tout cas, tu as cette possibilité-là. Après, ça peut être quelque chose à proposer potentiellement plus. C'est ça. Et c'est quoi ton moment préféré quand tu dessines ? Ou dans le processus, parce que t'expliquais le processus, peut-être pas forcément le moment où tu dessines d'ailleurs, mais c'est quoi ton moment préféré ? Alors, mon moment préféré, je crois que c'est quand je fais la remise du portrait. Ah, ok. Quand je vois la personne en face qui a des yeux qui deviennent énormes en mode waouh, le waouh en fait. Ouais. Le waouh de voir la personne qui a une émotion qui remonte tellement, pour moi ça vaut mes 1000 trésors, quoi. C'est vraiment c'est là où je me dis c'est pour ça que je le fais, quoi. Ouais. Il y a la partie, je prends du plaisir à dessiner, ça y a pas de souci. Oui. Mais la partie où ça fait vraiment, ça clôt ça te fait ta validation aussi. C'est ça, la validation, et ça clôt l'échange. Je pense que c'est une partie qui est super importante. Pour moi, c'est ça la validation. C'est
quand je vois la personne qui retrouve son animal et il y a vraiment le côté émotionnel qui est là, c'est que j'ai tapé dans le mille, quoi. C'est vraiment l'animal, donc je lui ai donné vie. Et souvent, les gens me disent, mais waouh, le regard, mais c'est totalement elle ou totalement lui, c'est vraiment mon chien, c'est mon chat, c'est... Donc cette partie-là, ouais, c'est vraiment, moi, c'est mon cadeau, quoi. C'est vraiment mon cadeau. Oui, puis en plus, moi, je sais qu'on m'aurait dit, il y a 10 ans, tu vas faire un portrait de ton chien. J'aurais fait... Vraiment, parce que j'avais déjà vu un truc comme ça. Et quand j'ai vu tes dessins, je me suis dit, ah ouais, non, mais c'est pas du tout pareil, en fait. Comme tu dis, c'est pas juste une représentation, une reproduction. Pas une copie. Il y a vraiment une vibration, on peut dire le mot, qui s'émane de tes dessins quand même. Donc, et oui, et donc, Caro, en parlant de ça, je précise que ça ne se voit pas, mais j'avais les larmes aux yeux. Et moi, en effet, j'ai pleuré quand j'ai récupéré le portrait de Tofi. Est-ce que c'est déjà arrivé des fois, on te parle d'un projet et que tu le sens pas et que tu refuses? Pas aujourd'hui, non. Pas encore. Tu sais, ça peut arriver. De pas de feeling entre... Bon, en général, si on est dans la démarche, mais pas de feeling avec le maître ou la maîtresse. Voilà, c'est ça. Et puis avec l'animal, quoi. Pour l'instant, non, ça m'est pas arrivé. En fait, je pense que vraiment, aujourd'hui, j'arrive à avoir une position où, en fait, les gens qui viennent à moi sont vraiment... Déjà, quand ils voient mes portraits en salon, généralement, je rencontre essentiellement les gens en salon. Quand ils voient déjà en expo, ce qui est derrière moi, mes portraits... J'attends qu'ils viennent sur mon stand, qu'ils viennent me voir, et auquel cas, quand ils commencent à échanger avec moi, là, je leur explique un peu mon mode de fonctionnement. Donc, soit ça accroche pas. C'est à ce niveau-là où ça se fait assez rapidement, en fait. Y a pas de... Donc, je suis jamais arrivée au cas de figure où je dois dessiner un chien ou un chat et me dire, ah là, je peux pas le dessiner, celui-là, c'est pas possible. C'est jamais arrivé, en fait. Oui, parce que la démarche, elle est déjà faite en amont. C'est ça. En fait, la sélection des gens avec qui ça correspondrait pas se fait déjà en amont, en fait. Et qu'est-ce que dans ton activité, tu as envie de faire moins? C'est-à-dire si quelque chose qui te prend du temps et que tu aurais envie de faire moins de ça et plus d'autres choses. Alors moins, ce serait possible de me dire est-ce que ça va plaire, de me dire est-ce que je continue, de savoir s'arrêter à un moment donné quand on fait une illustration. Ça, je commence à travailler dessus parce que c'est vrai qu'on peut toujours faire mieux. Mais à un moment donné, à vouloir trop faire mieux, en fait, on peut rater. Et aujourd'hui, j'arrive à me dire, écoute, est-ce que ça correspond à ce que tu voulais représenter? Oui, c'est OK. Donc, c'est que c'est OK pour le maître, la maîtresse. C'est qu'il fallait que ça soit comme ça. Et si jamais la personne me dit, ah ouais, mais je trouve que machin, je dis, OK, bon, à ce moment-là, je reverrai et on verra pour remodifier. Mais j'ai pas eu le cas de figure aujourd'hui. Non. Oui, parce que tu sens que c'est juste et que, en tout cas, le résultat il correspond à toi, tes attentes. C'est ça. Et qu'est-ce que tu as envie de faire plus? Plus de lapins. J'en ai deux, si tu veux. J'essaie de réfléchir. Je vois pas, qu'est-ce que je pourrais faire plus? Tu peux pas faire des choses plus variées? Est-ce que aujourd'hui, il y a une chose aussi. Alors, c'est pas forcément en lien direct avec le portrait animalier. Ça serait plus développer mes ateliers. Les ateliers linogravure et création. Ça, j'aimerais vraiment développer cette partie-là. Surtout pour montrer aux gens que quand on appelle être créatif, ça veut rien dire. On l'est tous, qu'on porte tous ça en nous. C'est juste qu'il faut se laisser la possibilité et de se dire d'essayer, en fait. Il faut essayer, retenter, et qu'il y a plein de moyens de faire. Et moi, j'aimerais vraiment développer, proposer des ateliers justement pour que les gens lâchent prise par rapport à ça. Donc, tu veux dire créativité au niveau global, pas forcément... Global, pas forcément l'impératif de se dire je sais pas dessiner. C'est souvent ce qu'on me dit, mais moi je sais pas dessiner. Ouais, moi je sais pas dessiner. Mais c'est pas grave, en fait. Moi aussi au début je savais pas dessiner, en fait. C'est juste qu'après il y a eu des répétitions et autres. Mais je me suis entraînée, en amont. Mais quand j'étais petite, on prend tous des crayons, on fait des grabouillis, on commence par ça, et puis après on structure, et puis après on essaye des choses, on essaye un peu l'aquarelle, on fait des tampons, on prend tout ce qui nous touche, tout ce qu'on peut toucher, même quand on est à la plage, on prend du sable, on fait des châteaux de sable, on essaye une première fois, on rate. Qu'est-ce qui est raté d'abord? Raté par rapport à quoi? Par rapport à qui? C'est vrai, il y a des fois. Donc oui, ça peut peut-être ne pas plaire à son voisin ou à la personne à côté, mais si nous, ça nous plaît, c'est l'essentiel, en fait. Donc on est créatif, oui, par rapport à soi, et puis il faut expérimenter. Et moi, c'est vraiment ce côté-là que j'aimerais développer. Que les gens se laissent une liberté, se disent, mais ouais, en fait, j'ai essayé ça, tiens, si j'ai essayé ça. De développer une forme de curiosité.
C'est ça, en fait, la créativité, c'est la curiosité de se dire « Ah, mais si j'essayais ça, qu'est-ce que ça donne ?» Ah, ben tiens, et si j'associais ça et ça Et si j'associais ça et ça Et puis se dire, ou même, on prend ce qui se passe à ce moment-là, et c'est OK. Il y a des jours où on arrive, des jours où on n'arrive pas. Moi, c'est pareil, il y a des jours où je vais pour commencer à dessiner, je fais « Oula, ça va pas, ben j'arrête. » C'est pas le bon jour, c'est pas grave, c'est OK. Moi, c'est vrai que quand j'ai fait des choses un peu créatives comme ça, autour du dessin, je fais des trucs un peu freestyle, quoi. Enfin, freestyle, mais comme ça me parle, dans le moment, dans l'instant T, quoi. Vraiment, comme ça. Ma future question, c'était quelles sont tes envies? Donc, faire plus d'ateliers, déjà. Donc, déjà, on sait qu'on va en organiser un là prochainement. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu voudrais là dans ton activité? Tu voudrais plus de visibilité, tu voudrais plus de commandes, plus de visibilité déjà, parce que j'avoue que c'est pas évident de se faire connaître, on est nombreux. Faire ce que tu fais. Non, pas tant que ça, mais on est beaucoup de créatifs dans le coin, et tant mieux. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'être visible vraiment pour ce qu'on fait. Mais t'as pas besoin forcément d'avoir une clientèle locale, tu peux avoir une clientèle Oui, je peux partout. avoir. Avec les portraits, oui. Avec les portraits, oui. Ça permet. C'est vrai qu'après, c'est un peu plus compliqué par rapport à l'envoi. Ça peut être plus compliqué par rapport à l'envoi si c'est des grands formats. Ah oui. Là, ça permet. Ouais, il faut revoir les choses différentes. C'est vrai qu'après, moi, j'essaye de faire du local parce que ça me permet aussi de rencontrer plus facilement les gens. Ouais. Et après, l'échange, je peux totalement faire via WhatsApp ou par téléphone. Hein, ça n'empêche pas. Mais je trouve que le rendu n'est pas le même. Enfin, l'échange n'est pas forcément le même. D'accord, ok. Voilà. Ouais. Même si au final, comme tu disais tout à l'heure, tu rencontres pas forcément les animaux avant. Non, pas tout le temps. Voilà, c'est sur pas photo. Tu demandes plusieurs photos, j'imagine, pour Oui. avoir un peu la vibe. Alors déjà pour avoir la vibe, et en général, j'ai besoin de plusieurs photos déjà pour les couleurs du pelage, des yeux, parce que des fois on n'a pas forcément une bonne position. Enfin, on a une bonne position sur une photo qui nous plaît bien, mais il y a un œil qu'on voit pas forcément la bonne couleur, ou parce que c'est pas la bon éclairage, donc on voit pas forcément la bonne couleur du pelage, ou c'est une caractéristique propre, on puisse la voir également, quoi. Et ça permet aussi en amont de rediscuter avec la personne pour savoir si c'est vraiment cette photo-là qu'ils avaient choisie en amont qui correspond. Des fois, je me suis retrouvée à des cas de figure où les gens pensaient faire juste un portrait en pied. Et puis, en fait, non, en pied, c'est pas possible si vous me demandez sur un format A4. C'est possible. Ouais. Mais attendez-vous à ce qu'il y ait moins de détails. Donc, si vous voulez quelque chose qui soit plus détaillé, à ce moment-là, on va se cadrer sur le museau. Et là, vous aurez quelque chose de détaillé. Par contre, si vous voulez quelque chose de plus détaillé en pied, à ce moment-là, il vaut mieux faire un minimum à 30-40, un peu plus grand. Donc, ça permet aussi de recadrer un petit peu les choses et d'être sûr qu'à la fin, le portrait corresponde vraiment à l'attente du client aussi. Et aujourd'hui, au niveau de ta visibilité, donc je sais que tu fais des salons, des choses comme ça. Comment tu fais dans ton réseau? Enfin, dans ton réseau, ou pas forcément ton réseau, mais en tout cas, t'as fait beaucoup de choses sur Insta, tu fais des salons. Quel type de salon? Alors, les types de salons, à une époque, je faisais des salons de créateurs. Ça, j'ai arrêté parce qu'en fait, on est noyé dans la masse. Et moi, j'arrivais pas à avoir mon identité. Aujourd'hui, je me suis tournée vers les salons bien-être parce que comme je propose aussi les animaux totems, ça me permet en fait de cibler aussi bien les gens qui seraient intéressés par les portraits de leur animal, leurs animaux, et de l'autre côté d'avoir éventuellement des thérapeutes ou des gens qui sont intéressés aussi par tout ce qui est un peu plus spirituel. Voilà. Okay. Alors Caro a gentiment accepté de se prêter un petit jeu. J'ai tout à l'heure tiré quelques cartes sur la place de l'intuition dans ta vie, que j'ai pas retourné, mais il y en a des petites coquines qui ont sauté, qui se sont retournées, mais du coup ça nous donnait déjà une petite indication. Et que je n'ai pas vue. Voilà, que t'as pas vu, on en a vu que... Moi j'en ai vu quelques-unes, puis j'en ai encore une qui est tombée tout à l'heure, donc décidément j'ai pas beaucoup de mystère. Donc la carte au niveau du présent, l'intuition elle est là, tu joues avec. C'est quelque chose qui est quand même très nourrissant, mais c'est quelque chose qui peut être un peu aussi intense. Voilà, il y a une énergie quand même où c'est assez en boucle et qui peut être des fois un petit peu trop, hein, parce que quand on est intuitif, des fois ça nous fatigue un peu aussi, faut dire ce qui est. Je voulais aller voir aussi au niveau de ce qui pouvait bloquer, ce qui pouvait bloquer l'intuition, la révélation de l'intuition, la place qu'elle prend. Et là, dans cette carte-là, c'est comme si toi, tu te voyais sans intuition. Comme si tu te percevais pas comme t'es réellement, en fait, parce que c'est vraiment cette image de cette femme qui se regarde dans le miroir et
entre qui elle est et ce qu'elle voit dans le miroir, on a une vraie différence. Donc, ça me renvoie à cette idée de te faire confiance et de pouvoir l'apprivoiser. Parce que du coup, j'ai une énergie qui est très intense et l'autre qui est bloquée. Enfin, que vraiment, là, on a des fils, elle a des fils autour d'elle, quelque chose qui est plus bloqué. Donc, c'est comment trouver cette forme d'équilibre. Alors, les leviers pour dépasser les blocages, c'est lâcher prise. Lâcher prise, de faire confiance un peu à ce qui vient de manière farfelue. J'ai mon petit cochon qui vole, là, j'ai un porte-clés comme ça, When Pigs Will Fly, c'est l'équivalent de quand les poules ont des dents, en français. Donc le truc où on pense que c'est pas possible. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça à laisser s'exprimer, à lâcher prise. Voilà, parce que là, on a vraiment une carte dans le blocage qui est une carte de contrainte. Et là, les leviers, c'est vraiment de libérer et de laisser s'exprimer, même les trucs les plus farfelus. Et le conseil, c'est de l'entretenir avec l'ancrage. Ça, c'est intéressant. Toi, ton intuition doit être très connectée à ton ancrage, visiblement, parce qu'il y a quelque chose comme ça à nourrir dans la durée, dans la profondeur, quelque chose qui est vraiment à nourrir. Mais c'est intéressant parce que souvent on dit l'intuition, ça passe par la tête ou quoi. Et c'est vrai que j'ai une cliente comme ça où elle a besoin de se connecter à la terre. Donc toi, très probablement que c'est ça. Pour que ça puisse... ça ouvre en fait ta connexion à ton intuition, donc qui est du coup aussi connectée à ton ancrage. Ça t'amène à un champ des possibles différent et avec une énergie très enveloppante, avec beaucoup de couleurs. D'ailleurs, j'ai beaucoup de couleurs là, dans tes 2 dernières cartes. Quelque chose qui t'emporte. Voilà, il y a une énergie comme ça qui t'emporte, mais qui du coup est pas ni dans l'excès, ni dans le trop, ni dans la contrainte. Parce que là, du coup, tes 2 premières cartes, on est une énergie qui est dense, et puis après, comme si ça s'ouvre en grand et ça se referme très très fort. Donc, c'est comment trouver l'équilibre comme ça. Et toi, c'est ta clé, c'est ton ancrage. Voilà. Les pieds dans la terre. Ouais, les pieds dans la terre. Voilà pour le petit conseil. Je suis un signe de terre. Hein, t'es un signe de terre, tu vois. Voilà, Caro, écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Je vais partager les infos de Carobline sur ton Insta, ta Facebook également. Sur Facebook également, oui. Et puis, je vous mettrai toutes les infos en descriptif de cet épisode. Merci, Caro. Merci à toi.